Aujourd'hui, je ne suis toujours pas croyante, mais ça reste une question, ça c'est Renan. On en discute? Je suis avec Queer Chrétienne. Je suis censée dire bonjour. 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 Alors Queer Chrétienne, Flo, on va t'appeler Flo, c'est quand même plus cool, mais t'as une chaîne que je regarde depuis quoi, 2-3 ans, je sais pas quand est-ce que tu l'as fondée, qui est assez particulière, parce que t'as vraiment un créneau sur YouTube ultra spécifique, et ça c'est un truc qui est trop ouf sur YouTube. C'est d'avoir des choses comme ça. Est-ce que tu veux la présenter? Ce que tu fais en ligne? Bon, alors du coup c'est une chaîne de niche. On m'a dit ça hier. Il y a quelqu'un qui est allé. Hier c'était la Pride. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que tu sortiras la vidéo, mais il y a quelqu'un qui est venu en me disant oui vraiment c'est une chaîne de niche, mais j'étais dans cette niche. Très bien. Et donc en fait c'est une chaîne qui croise les personnes chrétiennes et les personnes queer. Ouais. Donc du coup, mon approche, c'est une approche qui est d'essayer de dire en fait la Bible, on la lit avec un certain angle aujourd'hui, avec une culture, un contexte qui est plutôt queerphobe, mais qu'en fait, si on prend juste le texte brut, et qu'on y croit ou pas, qu'on pense que c'est un texte mythologique ou littéraire, ou alors qu'on y croit pour de vrai, on va dire, bah en fait, quand on lit, il y a des histoires qu'on peut lire qui peuvent être interprétées sous des angles très queer. Et puis t'as vraiment des moments où tu sors des citations, des versets, bon, je suis pas une bonne bibliste, mais que je connaissais pas du tout et qui vont complètement à l'encontre des propos les plus sexistes, par exemple, qu'on peut trouver dans la Bible. Je sais pas, je pense aux épîtres de Paul qui sont quand même pas super progressistes. Non. Voilà. Mais qui sont assez belles sous plein d'aspects, mais bon, c'est pas super progressiste. Et puis tu montres qu'il y a tel ou tel personnage. Déjà, je dis personnage et déjà c'est un problème. Et c'est en fait, c'est ça que je trouve ouf dans ta chaîne parce que, écoute, moi je suis pas queer, je suis une meuf hétéro, quoi. Cis, je suis féministe, bon, voilà, ça aide un peu quand même à se démarginaliser. Ouais, mais j'ai mis du temps à me rendre compte à quel point en fait ta chaîne a croisé ma thèse. Mais parce qu'en bossant sur Renan, je bosse sur un bibliste, hein, un spécialiste de la Bible et de l'hébreu, et ce que fait Renan, alors là je vais partir dans mon impro total, mais tu m'arrêtes quand ça va pas, c'est donc il étudie la Bible, il la réécrit, puisqu'il écrit la vie de Jésus, l'histoire du peuple d'Israël, donc j'appelle ça pas du plagiat, mais pas loin, quoi. C'est de la fanfiction. Vraiment, j'ai envie d'écrire des articles sur Renan qui fait de la fanfic, parce que ça marche. Il fait aussi ça avec Shakespeare. C'est hyper drôle. Mais, écrire la vie de Jésus, c'est quand même... je sais pas, c'est une réécriture des évangiles, quoi. Il n'y a pas photo. Sauf que lui, il en écrit qu'une et pas 4. Hein. Il gagne du temps. En mélangeant le tout. Il va le faire avec des principes scientifiques, laïques, les miracles en tant que tels peuvent pas exister, donc qu'est-ce qui explique les miracles? Là, il n'est pas du tout dans la lignée de Voltaire, même s'il y en a un peu on a mal compris, en fait il y avait un gay, c'est pour ça qu'il va marcher sur l'eau, sur deux trucs. Il est plus dans l'idée que Jésus a fraudé, ou qu'il a laissé faire des fraudes, mais que donc il a été complaisant vis-à-vis de la fraude, ce qui est quand même super polémique, hein. Oui, pour les croyants, oui, on va dire, mais non, pas du tout. Parce que tu as un Jésus qui est pas si moral que ça. En plus, il arrête pas de dire Jésus est un charmeur. C'est pas qu'il est entouré de femmes, c'est hyper drôle. Est-ce que c'est faux? Et c'est pas faux, ça marche complètement. Il paraît que le passage du charisme théologique au charisme laïque, donc le charme, vient de Renan. Ah oui. Voilà. Alors, plusieurs croyants, voire membres du clergé, m'ont dit. D'accord. Alors après, je sais pas sur quoi il s'appuie, mais ça a l'air d'être au moins un mythe assez persistant, tu vois, sur le charisme. Il y a eu un avant-après où il a introduit une forme... Voilà, de charisme laïque. Alors en plus, quand tu vois la tronche de Renan, tu te demandes comment, mais il paraît qu'il avait justement du charisme en vrai, et c'est vrai que nous on a que des images et pas de films. Mais écoute, il y a des gens comme ça, il paraît que François Hollande a beaucoup de charisme dans la vraie vie. Moi j'ai du mal à y croire, mais voilà. Et pourtant c'est notre contemporain. Gainsbourg un peu plus loin, pas mal. Non, puis on les connaît, les mauvais garçons à charisme. Et Jésus est un mauvais garçon qui a du charisme, ça marche très bien, je suis vraiment désolée si je suis offensante. Tu m'arrêtes dès que ça va pas. Jésus est un mauvais garçon avec du charisme, on garde ça. C'est pas mal, hein. Ça serait pas mal comme titre de vidéo, ça. L'histoire d'un mauvais garçon avec du charisme et un grand cœur. Et en fait, ce qui va intéresser Renan, c'est de voir comment, Jésus est attendu parce qu'il y a une tradition du livre, et comment la vie, et donc même ce qu'il appelle le symbole vivant qu'est Jésus, l'idée qu'est Jésus, ou même parfois il parle d'un germe, ça m'amuse beaucoup,
Ça va amener, donc il est attendu, donc il est dans un milieu favorable à cette éclosion, parce qu'il y a toutes ces métaphores naturalistes sur non, éclosion pas tellement d'ailleurs. Mais comment ensuite les croyants qui ont vu d'abord Jésus, mais surtout la seconde génération, comment ils vont commencer à fixer des récits, donc d'abord par tradition, parce que ce sont toujours les mêmes qui vont se répéter et qui vont commencer à correspondre à des schémas narratifs, et comment on les fixe ensuite dans des livres de prière. Et en fait, il fait toute une histoire du livre qui est une histoire de la tradition du livre, et de la tradition par le livre. En fait, c'est exactement ce que tu fais. Ouais, mais je sais pas, là, cette fois-ci, c'est... Et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte un peu avant qu'on se rencontre, ça fait quand même déjà quelques mois maintenant. Et bon, en fait, ouais, je suis tombée sur ta chaîne que j'avais un peu laissée de côté, puis que j'ai reprise par, tu sais, les caprices de la vidéo, quoi. Bah ouais. Et quand est-ce que YouTube te remet dire hé, regarde Exactement. cette vidéo. Et puis j'ai changé de compte, en fait, j'avais un autre compte avant d'avoir un lien de lettres. Et donc j'ai perdu mes abonnements, tu vois, je les ai pas repris. Enfin, voilà, les caprices. Et après, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Et après, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que tu fais exactement ça, quoi. Sauf que tu reviens à la source. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent la Bible sans aucun... pour eux, voilà, c'est la parole de Dieu et tout ça. Et moi, je me souviens, en tant que croyante, le moment où j'ai compris qu'en fait, la Bible, c'était effectivement ce fixage d'une tradition orale avec... Mais juste, c'est bête, hein, on prend les évangiles, on les lit, il y a des versions contradictoires. Bah ouais. Et ça, j'ai réalisé ça peut-être quand j'avais 25 ans. Je me suis dit, mais attends, c'est... Exactement comme Renan, il est sorti du séminaire à cet âge-là. C'est vrai ? Oui, ou juste un peu avant, mais c'est vraiment pareil. C'est l'âge. Je sais pas, il y a une maturité qui arrive. La prochaine question, c'est est-ce que Renan était queer, mais ça, c'est à moi de répondre. Bah ça, je ne peux pas te répondre du tout. Il se déclare à 3/4 femme, mais pour moi, c'est de l'appropriation culturelle dans son cas. Ah, mais bon, je t'enverrai un bout de ma tasse si tu veux. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut parler de non-binarité ? Par projection ? Ou aspiration à une forme de non-binarité ? Alors là, je dirais plutôt qu'il va aspirer les femmes, hein, mais ça, c'est beaucoup moins cool. Ok. Mais c'est le 19e siècle, hein, il est quand même vraiment en mode patriarche, donc il peut se payer le luxe de réclamer de la féminité, tu vois. Il est tellement installé que lui veut tout, quoi. Enfin, c'est plus ça que je pense... Alors, je pense que lui, il était sincère quand il dit je me sentais aux 3/4 femme, mais déjà parce qu'il assimile la féminité à la croyance. Ah oui, on n'est plus du tout sur les mêmes trucs. Tu vois, c'est pas tellement queer, en fait. D'accord. Bah oui, mais il y a un contexte culturel, et clairement, on n'est pas dans le même. Non, là, on n'est pas du tout dans le même. On n'est pas sur Bilal Hassani porte des perruques, donc c'est peut-être un petit peu de féminité. Là, on est sur des trucs tellement plus conceptuels. Alors, une fois, cette petite fille lui a fait des tresses pendant qu'il faisait la sieste, et il est quand même allé donner ses cours au Collège de France avec des tresses. L'histoire est mignonne. C'est super chou. Et en fait, il s'est même pas fâché après. C'est très très chou. Ouais. J'aimerais tellement avoir cette photo, enfin une photo de Renan avec des tresses comme ça. Ouais. Mais, donc toi, c'est le moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait ces contradictions, ça a fait quoi ? Une crise de foi. Ouais. On peut dire une crise de foi dans ce sens-là. Mais après, du coup, moi, ça me dérange pas. Je parle pas du tout de ça sur ma chaîne. Je donne rarement mon opinion sur la chose. Est-ce que je crois ou pas. Oui. Mais pour moi, je vois vraiment ça d'un point de vue d'un texte. Dire si tu prends ça sous la forme d'un mythe et d'un texte littéraire, on n'a pas besoin d'y croire pour se dire, effectivement, ce passage, on peut le lire dans ce sens-là. Et après, moi-même, tu vois, par exemple, quand je dis tel personnage était peut-être lesbien, je suis pas dans l'idée que cette personne a existé. Et non, mais ce qui compte, c'est qu'il y a eu une représentation voilà. d'une personne qui pouvait être lesbienne ou ne pas l'être. Mais en plus, tu sais pas dans quelle mesure une tradition l'a vu ou si c'est toi qui es en train de lancer une nouvelle tradition, peut-être, qui s'y s'apprend. Ouais, non, mais il y a cette espèce d'émergence d'un truc de dire on est capable de se réapproprier certains récits, mais qui est très récente. Je peux en récente, je veux dire, à partir des années 70. Ouais. C'est une forme de... Mais oui, en fait, on est plus sur un... Je pense pas que les premiers chrétiens, par exemple, voyaient ça comme ça. Je pense que les premiers chrétiens s'en foutaient, en fait. Bah, c'est assez récent, en fait, l'idée de se dire il y a des homos, des hétéros, ça date du 19e. Oui, c'est voilà. super récent. Voilà, c'est plus ça. Et après, du coup, de dire aussi, et ça, il y a beaucoup de croyants qui ont du mal à comprendre que les premiers chrétiens étaient pas aussi acharnés sur la question qu'eux. Ouais. Alors qu'en fait, c'est les racines du mouvement, quoi. Pour eux, il y a une continuité, ils pensent que les gens du temps du Christ croyaient la même chose qu'aujourd'hui, alors qu'il y a eu tellement de réformes
même dans les formes très traditionnelles catholiques, que la tradition catholique, les gens hyper traditionnels aujourd'hui, ils vivent un culte qui est pas du tout pareil que celui des premiers chrétiens. D'ailleurs, s'il fallait vivre comme les premiers chrétiens, c'est un peu hardcore, quoi. Il y a des formes de communautarisme avec un partage complet des richesses et tout ça, genre c'était des communistes. Ah oui, c'est complètement des communistes. C'est pas du tout, on n'est pas à Versailles, hein. Ça marche pas, hein. Mais bon, bref, non, mais c'est, ouais, mais j'ai pas envie de projeter mes croyances là-dessus parce que vraiment, enfin, même de base, je me souviens quand j'ai fondé ma chaîne, je me suis dit quel titre je donne à ma chaîne, je pense que c'était le même. Dire comment j'appelle ça. Bah, un grain de lettre, tu vois, c'est un titre. Ouais, je trouve ça mignon, c'est un petit grain de folie, un petit grain de sel, un grain de lettre. Mais en fait, j'ai pas pu. Bah, déjà, tu peux pas ouvrir avant d'avoir un nom. Oui. Bêtement. Je savais que je voulais pas que ce soit sous mon nom. Je voulais quand même qu'il y ait une séparation parce que. On sait jamais. Voilà, on sait jamais. Même si dans les faits, la plupart des gens qui me suivent savent qui je suis, c'est pas le cas de tout le monde. Et bon, ouais, je voulais que ce soit séparé. Et moi, c'est vrai que le fait d'avoir un nom, ça a vraiment permis à la chaîne d'exister. C'était le cas pour Cours Chrétienne ? Bah, l'acte de nommer, j'étais vraiment très embêtée parce que je savais pas du tout quoi mettre. Et en fait, j'ai prié. Parce qu'à l'époque, enfin je suis toujours croyante, hein, je crois toujours, même si, bon bref. Donc j'ai prié en disant, ok, si c'est quelque chose que tu veux que je fasse, j'appelle ça comment ? Et alors vraiment, il y a une espèce d'idée qui est arrivée, queer chrétienne. Et dans ma tête, j'ai fait, chrétienne, genre je m'adresse à tous les chrétiens, parce que dans ma tête, je faisais ces vidéos pour les gens de ma congrégation. Ouais. Donc... alors, restreint, hein, j'étais déjà dans un truc genre méga niche là. Ouais. Et j'étais là, genre, je vais parler à tous les chrétiens, c'est pas un petit peu, genre, trop grand ? Et c'est genre, ouais, non. Et même queer, tu vois, moi, dans ma tête, je sais pas, je partais sur mon expérience de personne bi, j'avais même aucune idée de ce que c'était vraiment la transidentité, enfin... Et donc là, queer chrétien, j'étais en mode, waouh, c'est énorme. Même si on est quand même sur de la niche, pour moi, c'était une niche très, très grande. Non, mais parce que ça, c'est aussi revendiquer une étiquette, et ça, c'est pas facile, tu vois. Enfin, une double étiquette, en plus, dans ce cas-là. Parce que même en étant dans une congrégation spécifique liée à cette question donc, du public des chrétiens, et tu vois, en plus sur queer, là, c'est marrant parce que toi, sur chrétien, tu penses au public, et sur queer, tu penses à toi. Ça aurait pu être l'inverse. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est plus facile de se sentir chrétien qu'une confession particulière, et ben, queer, c'est quand même une étiquette... Ouais, qui est peut-être un peu plus large. Qui est large, mais... en fait... Alors, je sais pas si au niveau du public, tu t'adresses... Enfin, si le public... Alors, je vais pas dire ciblé, mais... Oh, c'est moche. Bah. Tu vois, tu sais, allez, bim, bim, bim. public. C'est horrible. Mais toi, la cible. Mais si les gens qui te regardent et qui te font des retours, finalement... Bah, et s'ils sont queer, s'ils sont chrétiens, s'ils sont les deux, ou pas du tout, tu vois. Rarement pas du tout. Rarement aucun des deux. Même si... Moi, je suis féministe. Non mais si, il y a une question, la question queer, tu vois, il y a du féminisme dedans. Et non, ça se croise, ça se croise vachement. Si. Mais oui, non, alors je croyais, en fait, parce que beaucoup des gens qui étaient, qui commentaient, commençaient d'emblée à dire « je ne suis pas chrétien ». Ouais, je ne suis pas féministe, mais c'est exactement ça. On a les mêmes, a les mêmes. Et donc dans ma tête, je me dis « bon, bah ok, j'ai raté ma cible ». Ouais. Et en fait, à un moment, j'ai fait une vidéo pour dire, parce que ça allait pas bien et tout ça, et qu'il y avait des remises en question. Et donc dire, voilà, je suis désolée, j'ai accepté enfin que ma cible, bah, je l'ai manquée, mais que les voies du Seigneur sont impénétrables, peut-être que... Et là, tout d'un coup, tous les queer chrétiens de la chaîne se sont manifestés. En fait... On est là. On est là en silence. Ah, ok, d'accord, bon. Et je sais que t'as regardé, hein, je veux dire, j'ai des copains qui m'ont parlé de ta chaîne. Queer, je sais pas forcément. Mais chrétien de gauche. Mais chrétien de gauche, c'est sûr. Alors j'ai voulu te conseiller, et puis c'est en mode non, mais je regarde depuis des années, merci, oh, pardon. J'étais prêt à aller voir. Quoi qui ? Ah oui, elle vient pour rendre un thé chez moi demain. oui, je vais regarder. Comme d'habitude, j'avais dit bon, pour être sûre que tu la connaisses, je pense que. Ok, d'accord. Donc c'est vrai que t'es repéré hein, sur. D'accord. Sur. C'est hyper flippant de le dire comme ça en fait. Tu vas prendre des trucs. Non, mais c'est pas illogique parce qu'en fait, des chaînes. Tu vois, enfin, bon. Pour le coup, j'ai pas une chaîne qui est autant une chaîne de niche que toi, c'est-à-dire potentiellement je peux avoir un public pas très large, mais quand même peut-être un peu plus large, mais je vois bien que, en fait, ma communauté, alors dans le contexte là, ça devient très drôle de parler de communauté. On va sortir de la communauté religieuse, maintenant on va dans la communauté YouTube. Elle est constituée, quoi. Enfin, il y a encore des gens
qui peuvent me connaître et aimer la chaîne qui me connaissent pas, je pense, mais dans les faits, il y aura jamais 3 millions d'abonnés à un grain de lettres, quoi, tu vois, c'est pas... Et puis c'est pas fait pour ça. On ne sait pas. Peut-être un jour. Lol. 3 millions pour une chaîne littéraire, peut-être Ça serait pas. chaud. Tu n'es pas Angel Phoenix. Ouais, non, là... Mais Mais il faut que je fasse comme Mardi Noir, il faut que je commence... Remarque, elle avait pas 3 millions quand même, Mardi Noir, mais il faut que je me maquille, si tu veux, il faut que je fasse littéraliste-toi la face. Ça, c'est hyper drôle. J'aime tellement ce qu'elle fait, c'est tellement bien. C'est tellement à contre-courant de tout ce qui se fait. C'est tellement fun. Et tellement efficace. Ah ouais. Putain, puis alors, elle a des entrées en matière. Je crois que c'est celle sur l'addiction, tu sais, où elle commence en disant ah, rien de bonne faciale pour commencer. Ok, ça y est, on est dedans. On est dans la punchline. Elle est super, elle est vraiment top. Et elle a un sens du montage et ses vidéos, non psychanalyse à la face, mais tu sais, elle fait des petits cours là. Celui sur la dépression, il m'a bouleversée. Je l'ai pas vu. Ah, je te l'enverrai. Mais je trouve qu'elle a un. Donc allez voir Mardi Noir. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en fait, même si on n'aime pas la psychanalyse, quoi. Non, mais oui, mais c'est ça qui est dingue. En fait, surtout si on n'aime pas la psychanalyse, c'est quand même bien de voir comment ça se passe. Non, mais il y a un côté très artiste et pas prise de tête, mais en même temps hyper sérieux quand même. Ouais, puis elle est douée. Elle est vraiment douée. Bon, après, au niveau maquillage, c'est pas mon truc, voilà. Je tenais à le dire. Et ça me fait tellement rire. Tu peux faire un make-up, un tuto make-up. Non, mais je vais faire des vidéos broderie, tu vas voir. Et je connais quelqu'un qui fait ça, des vidéos tricot. Oh, yes, ça doit tellement des... Donc c'est un gars qui tricote et il parle en même temps. Oh, c'est top. Et genre, ça te met une ambiance, ça te calme. Ça doit être super. Bon, voilà, non, mais YouTube, c'est génial. YouTube, c'est génial, tu peux tout faire. Chaque sujet a son truc. Et en fait, toi, sur ta chaîne, c'est vraiment ce rapport au livre, et en fait, à l'interprétation du livre, à qu'est-ce qu'on fait du livre. Parce que la Bible, c'est quand même le livre par excellence, en tout cas en Occident. Le livre chiant. C'est toi qui l'as dit. Oh là là. Non, mais c'est un livre... Non, c'est sûr que le livre des rois, c'est pas passionnant. Non, il y a certains livres comme ça. Mais quels sont les livres passionnants Ah, le Cantique des Cantiques, c'est vachement beau. Cantique des Cantiques, Le livre de Job, c'est super. Il y a du cul, c'est bien. Mon mari m'a dragué avec des versets de Cantique des Cantiques. Ah, mais tu vois, c'est quand même quelqu'un de bien. C'est hyper chic. Oui, c'est chic. C'est très chic. J'ai choqué son frère quand je lui ai dit ça. En même temps, tu peux pas draguer avec le livre de Job. Hein. Non, ce serait triste. Ce serait horrible. Une tristesse. Ou tu vas draguer avec l'Ecclésiaste. Ça marche. Mais ça marche avec les garçons dépressifs. Mais ça marche. T'as des versets comme ça en tête? Faut oh, mais ouais, je suis capable de dire tout est cendre et reviendra la cendre, embrasse-moi grand fou, tu vois. On n'a plus rien à perdre. C'est magnifique. Et en fait, c'est l'Ecclésiaste, mais ça marche pas avec tous les garçons, là. Tu vois, c'est en tendance byronienne. C'est très bien pour amener du dépressif. Le romantisme dans le fond du seau. Voilà, il faut qu'ils aient un peu de sens de l'humour. Alors après, s'ils connaissent pas, là, ça devient super triste. Eh bien, je t'avoue, en fait, il y a très peu de gens qui connaissent. Moi, le fait que mon mari, je lui donne, je sais plus c'était quelle référence, je lui donne une référence qui n'est pas directe, mais même pas folle, hein, mais qui réponde positivement, qui sache de quoi je parle. C'est une connivence incroyable. Ça m'a fait des papillons dans le ventre, genre j'étais là, oh mon dieu, ce mec est tellement sexy. C'est tellement mignon. Non, mais c'est vrai, franchement, il y a peu... Alors, vous, les littéraires, vous êtes un peu obligés de les connaître parce qu'il y a des références qu'on peut pas rater. Ouais, je suis pas très... Enfin, je connais les mythes plus que le texte, quoi, tu vois. Oui, mais ne serait-ce que ça, parce que la plupart des gens, et du coup, je m'en suis rendu compte, et quand j'en parle, je suis obligée de refaire des contextes, genre, je dis... David et Goliath, ça va, vous connaissez? Tu refais le truc, alors que c'est quand même une histoire... Enfin, je veux dire, c'est simpliste, on n'est pas dans des trucs du genre... je sais pas, il y a des histoires un peu plus obscures, un peu plus confidentielles. Alors oui, il y a des vidéos... clairement, je sais pas de quoi tu parles, hein. Vraiment, je suis paumée. David et Goliath, je vois, ça va. Mais oui, mais du coup, mais voilà, mais il y a des gens qui connaissent aucun truc. Tu dis Noé, oui, les animaux. Oui, non, ça c'est bon. Mais après... Et puis le vin. Le vin, tu parles de... Il invente l'alcool aussi. Mais oui, la première cuite. C'est quand même top comme moment. C'est Noé qui se cuite la gueule. Moi, je me rappelle que des bons passages, tu sais. Et qui finit à poil quand même. Hein. Non, oui, il y a des histoires comme ça très très bien, oui. Enfin, bref. Donc, Mais... Ouais, non, après, tu peux avoir ça. Alors, c'est clair qu'avoir une connivence par un bouquin... Mais en fait, tu sais, les citations, tu peux les connaître sans avoir lu les livres. Hein. Oui, des fois tu sais des trucs et on dit c'est dans la Bible. Ah oui, ou oui, c'est dans la Bible, mais tu sais pas où c'est, même si c'est dans le Nouveau ou l'Ancien Testament. Mais oui, mais après, en fait, personnellement,
Alors, après, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur. J'ai tendance à dire que je connais pas si bien la Bible. Mais en fait, c'est parce Je que... pense que tu connais bien la Bible, Je quand me dis même. oui, quand même. Mais par exemple, quand je parle avec des catholiques, je me rends compte qu'on a des références qui sont différentes parce que ils ont la liturgie qui fait qu'ils connaissent certains trucs très très bien. Ah oui, et Mais parce que c'est c'est les mêmes. ce qui est à l'âme, c'est la pratique. Et ça, c'est exactement la tradition dont, finalement, tu es en train de me dire, dont tu es détaché d'emblée de la tradition liturgique. J'ai pas... moi, j'ai... En fait, j'ai... Ma mère a grandi dans le catholicisme et j'ai compris adulte que certaines références religieuses que j'avais venaient de ma mère et n'étaient pas de ma congrégation. Ouais. Mais en fait, malgré tout, moi, tu me mets dans une messe, je suis hyper mal à l'aise, je sais pas quand est-ce qu'on se lève, je sais pas quand est-ce qu'on chante, je sais... J'ai pas cette formation-là. Et ça fait que tu n'as pas la formation ni des rites et des pratiques, ni du texte. Ni du même passage du texte. Donc en fait, tu as une autre lecture du texte. Ouais, mais du coup... En fait, D'emblée. Enfin, c'est pas, même pas toi qui l'entretiens, c'est que d'emblée, ouais. ton éducation, ta congrégation font que t'es pas dans ce rapport-là. Oui, moi j'ai vraiment le truc... Bon, d'abord, j'ai tous les biais qui ont été faits par ma congrégation parce que, en fait, on avait beau lire énormément la Bible, il fallait lire selon un certain angle. Et ça t'en est sorti. Alors j'en suis sortie, mais j'ai quand même, tu vois, y a des lectures où je te dis, bah oui, ça veut dire ça. Puis je parlais de ça avec une copine catho, elle me fait, ah bon, sérieux? Genre par exemple, elle m'expliquait pourquoi est-ce que la résurrection du Christ et son sacrifice et tout, elle me disait, je comprends pas. Et puis moi, dans ma tête, je me dis, c'est évident, il s'est sacrifié pour ça et pour ça, tel passage dit ça et ça. C'est quel passage? C'est sacrifié pourquoi? En fait, si tu peux l'expliquer avec des détails. Bah la question Si c'était pourquoi est-ce qu'il avait besoin de crever en fait. Oui. Et en fait, moi dans notre lecture, on avait qu'en fait il devait se sacrifier pour nos péchés. Et donc en fait ça n'a pas lieu à sa mort, mais ça a lieu dans le jardin de Gethsémanée, quand il prie et que tout le monde pionce. D'ailleurs ce passage j'ai réalisé, je fais mais si tout le monde pionce, qui a écrit cette partie? Ah mais ça c'est le problème des narrateurs non fiables hein. Voilà, tu fais qui est ce narrateur omniscient qui raconte que tout le monde pionce et qui n'est pas Jésus parce que Jésus n'a rien écrit. Comme Socrate. Il s'est barré et il a laissé tout le monde écrire à sa place. Et donc en fait après le fait qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite, là c'est qu'il est mort pour la mort physique, c'est-à-dire qu'en gros il y a une mort spirituelle et une mort physique. D'accord, ah mais ok, ça je savais pas qu'il y avait cette tradition de détacher cette mort, enfin de voir déjà ça c'est dans ma congrégation. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de trucs où ils avaient détaché ça vraiment, et après moi quand je dis je donc en fait c'est un zombie qui est crucifié dans cette optique-là. Enfin quand je dis zombie c'est un peu de la provoque, mais c'est l'idée quoi, c'est quelqu'un qui n'a qu'un corps vivant sans âme. Alors non, pas sans âme, il a toujours son âme, mais dans notre truc, dans notre lecture, on avait l'idée qu'en fait la partie la plus difficile où il a le plus souffert, c'est dans le jardin de Gethsémanée, et qu'après en fait il est juste, c'est la mort physique, il va réaliser concrètement sa souffrance morale. Il y avait un truc comme ça, ouais. Mais donc du coup, tu vois, là, j'ai compris à ce moment-là qu'en fait j'avais une lecture que moi je croyais purement textuelle, alors qu'en fait non. Ouais, non, mais alors bon, je suis pas. On a tous ce qu'on a voulu nous mettre dans le crâne. Mais c'est hyper intéressant parce que cette idée de. Il est comme mort avant d'être mort. Oui, c'était. C'est une métaphore et en même temps. Alors bon, littéraire. J'ai vraiment été très très marquée par la métaphore vive de Ricoeur il y a pas longtemps. Ricoeur qui est chrétien. D'accord. Voilà. Et parce que ça fonctionne très très bien pour analyser Renan. Et puis, de toute façon, quand j'ai fini ce livre, j'ai eu une espèce de crise, un week-end très heureuse, hein, mais semi-extatique, semi-désespérée, avec beaucoup de bonheur de mon désespoir, enfin un truc what the fuck. Ok. Et c'était une crise à la fois poétique, épistémologique et presque une crise de foi parce que. Alors, tu étais touchée par la grâce de Dieu qui est venu te baiser écoute, dans ton extase. J'étais assise là, je fumais des clopes et il y avait du soleil. C'était super. C'était très doux. Tu sais, je sentais la tendresse du monde, enfin, sur nos moments. C'est beau. Ouais, mais c'est aussi quand t'as des chutes de tension. Mais ça, c'est marrant. mais c'était super. C'est beau, j'étais en chute de tension. Mais j'ai adoré. Et parce qu'en fait, la métaphore, donc vraiment, alors c'est pas le comme, c'est plus que ça la métaphore, puisque t'as pas le comparant, justement, tu vois. Et c'est intéressant parce que le comme, c'est toujours une distance où tu dis ça pourrait être, mais ça n'est pas. Mm-hmm. Et pour Ricoeur, ce qui est important, et puis je pense que je suis parfaitement d'accord, bonjour, je suis parfaitement d'accord avec un très grand philosophe de la métaphore. Waouh. Quelle prise de position. T'as vu ça? Ce qui est important, c'est le fait que n'y ait pas le comparant, que le rapport d'analogie soit direct et qu'en fait ce soit un rapport d'identité. Et en fait, ce que Ricoeur, j'allais dire Renan, appelle la métaphore vive, c'est un truc qui est hyper chrétien, c'est-à-dire que ça est et ça n'est pas en même temps.
Ah oui. C'est complètement chrétien. Et ça marche parfaitement pour la métaphore, c'est exactement comme ça que je sens les métaphores, et c'est ce qui explique mon intérêt pour le fantastique, enfin, c'est cette question. Enfin, tu vois, donc c'était écrit, je t'ai dit, épistémologique, esthétique, poétique et ontologique. Vraiment de l'être, de ça est, ça n'est pas en même temps. Et bon, c'est pas du côté de la physique quantique, même si ça permettrait d'avoir comme une espèce d'assurance de ça, la physique quantique, mais là c'est l'interprétation, hein, c'est pas la physique elle-même. Mais c'est vraiment, en fait, une question de donner une place à ce qui n'a pas de réalité physique. Tu vois. Et c'est hyper intéressant qu'en fait, l'interprétation de ce passage dans ta congrégation, bah, en fait, ce soit quelque chose qui aille complètement dans le sens de cette métaphore et qui permette, en fait, qu'il soit comme un apprentissage de l'ensemble de la Bible, tu vois, pour permettre une lecture révélée. Oui, mais après, révélé par un dogme. Et ben après, révélé mais fermé, quoi. Une école, ouais. Ouais. Mais moi, ça me désespère de me dire qu'on est obligé d'aller vers des. On n'a pas de religion libre. T'as toujours des courants qui se créent, des gens qui comprennent des choses, qui l'enseignent aux autres, avec une culture qui se forme. Et en fait, on arrive. Je pense pas qu'un jour on aura une religion libre juste basée sur un texte. Bon, d'abord ce texte est imparfait, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait, quoi qu'on fasse, c'est comme les langues qui dérivent jusqu'à devenir un dialecte ou. Il n'y a pas, tu vois, ce rêve de dire une langue unique, ça n'existera jamais. Ça n'existera pas. Et une culture unique, ça n'existera jamais. Et une religion pure et non influencée par les philosophes, par ceux qui l'ont traduit, écrit, par tout, ça n'existera jamais. Mais est-ce que tu ne crois pas que, justement, dans cette possibilité d'interpréter ensemble, il n'y a pas la possibilité de créer une communauté qui, éventuellement, elle, pourrait être universelle, au moins pendant un temps, ou au moins dans des grands principes? Tu penses pas que le nombre limite ça? Pour moi, genre, tu peux, à l'échelle locale, créer des choses, dès que ça grandit, ça devient malade. J'ai l'impression, hein. Alors ça, en fait, t'as la question chez Rousseau, en mode la République, c'est bien qu'en Suisse, parce que c'est des petites villes. Non, mais c'est la même chose, en fait. Oui, oui, c'est ça. Et bon, bah, la gestion du nombre, c'est clair qu'elle est con. Alors, après, je crois pas mal, peut-être parce que c'est de Rousseau encore. Putain, je te parle de Rousseau, je te parle de Ricoeur, je suis tellement... mais t'as le modèle en Suisse de la Confédération, quoi, tu vois, et ça permet... Enfin, c'est vraiment une question que je me pose autour des questions de racisme et de racisme au XIXe siècle, parce que Renan, parce que la thèse, etc. Et j'ai lu récemment un livre qui m'a pas mal marqué, de Zev Sternel, je crois qu'il est israélien, et qui s'appelle Les Anti-Lumières. Voilà, puis un sous-titre que j'ai oublié. Alors c'est un livre qui est assez décrié parce que, comme tous les livres qui ont des grosses thèses, il fait des raccourcis de partout, évidemment. Enfin, voilà, les quelques passages sur Renan, bon, voilà. T'as pas aimé non plus? Comme toujours, hein, en même temps, t'as 2 pages et demie, je fais une thèse, oui, évidemment. Enfin, voilà, c'est... alors bon, même si ça correspondrait plus à un chapitre qu'à l'ensemble de la thèse, bon, voilà, mais il faut accepter ça. Et en fait, j'ai trouvé que la thèse elle-même était stimulante, c'est-à-dire que, grosso modo, pour lui, les Lumières, c'est la mise en place de principes universels, et le romantisme, donc à partir du premier romantisme allemand, et les romantismes donc, qui mettent en place ces idées de génie, les idées de notion de peuple particulier, sont des idées, en fait, qui mettent en place un relativisme. Et ça, en fait, ça me paraît pas faux, tu vois. Alors après, dire que toutes les lumières, c'est universel, ben non, bien sûr que c'est aussi ethnocentré, etc. On sait bien que... Enfin, on sait bien, on sait pas forcément, mais Voltaire, dans une lettre, expliquait qu'il voyait pas l'intérêt à ce que son laboureur sache lire et écrire, parce que sinon il voudrait plus labourer, enfin... Bien sûr, non mais ce qui compte, c'est pas la personne de Voltaire et ce qu'il a pu écrire, c'est l'idée d'un principe universel. Et c'est très étonnant parce qu'en fait, t'as quelqu'un comme Kant qui est pile au milieu des deux, parce que Kant, toi, l'impératif catégorique, c'est méga universel. Agis de manière à ce que ton comportement soit universalisable, égal, fais pas ce que t'as promis qu'on te fasse. Oui. Et d'un autre côté, Kant, c'est la mise en place de la subjectivité comme instrument de connaissance. Donc c'est les deux. C'est vraiment la cheville entre les deux. Mais c'est... Ouais, comme tu dis, là, cette histoire que... Après, c'est un peu simpliste hein, de passer à ça, parce que les Lumières ont jamais... on peuvent parler, par exemple, je sais pas, de République des Lettres, même si c'est un souhait qui est plus ancien, avoir des idées de communauté, etc. Mais évidemment qu'il n'y a pas l'idée de nation comme ça, etc. Mais en fait, c'est l'idée d'autodétermination des peuples, elle n'existe pas, en fait. Ça, c'est une idée qui date du 19e. Mais par rapport à cette idée de dire que soit t'as trop, c'est trop grand et il n'y a pas d'universalité, mais par exemple en littérature, je sais qu'il y a un nombre limite en dessous duquel tu ne peux pas créer de littérature propre à un peuple.
C'est hyper intéressant. S'il n'y a pas assez... Par exemple, en fait, il y a une littérature française, Mhm. mais il n'y a pas, je crois, de littérature francophone canadienne parce que le nombre de lecteurs n'est pas suffisant pour qu'il y ait une émergence. D'une vraie littérature. Et pourtant. Ça veut dire qu'en fait, statistiquement, la chance que tu aies des génies littéraires, des auteurs et un lectorat, parce que tu ne peux pas publier si tu n'es pas lu, Ouais. en fait, en gros, est-ce que c'est parce que tu as un effet de seuil, ça, en dessous d'un certain stade, et ben, ça va jamais sortir. Ça prend pas. Donc, par exemple, tu as des trucs genre des pays comme... mais c'est tout con, mais il y a un peu la même chose avec les films qui sont doublés ou pas, selon le nombre de... Les Croates n'auront jamais ou peu de films qui seront doublés en croate. Bah, ouais, ils peuvent. Ils seront sous-titrés c'est pas, avec ou doublés par-dessus avec un mauvais truc. Mais enfin bon, bref. Donc, en gros, cette histoire de truc qui peut pas être universel, mais en même temps, en fait, quelque part, le fait qu'il y ait une culture qui émerge, c'est parce qu'il y a des gros groupes, c'est parce que... D'accord. Donc j'ai l'impression, en fait, on est... C'est un peu triste à dire, mais genre, ça foirera dans un sens ou dans l'autre. On a besoin d'être beaucoup pour avoir des choses qui émergent. Mais oui, mais en même temps, c'est la vie. Enfin, on est toujours en train de faire de la merde, nous les humains. Est-ce qu'on est mal calibré? Genre, on sera toujours trop nombreux ou pas assez? On sera jamais universaliste, mais en même temps, on a besoin d'être beaucoup pour créer des choses, des cultures, des langues. Et puis après, il peut y avoir aussi une aspiration à l'universalisme, très philosophique, hein, je veux pas dire qui se réaliserait dans tel ou tel dogme, hein, parce que ça. Un vrai universalisme qui en fait est assez abstrait, hein, enfin, c'est des grandes valeurs, genre la liberté, la justice, l'égalité. Même des trucs plus... que tout le monde ne partage pas déjà. Ah non, clairement, là j'ai eu une discussion avec une copine chinoise sur la liberté et la surveillance. On ne partage pas tous, quoi. Non, on partageait pas du tout les mêmes idées. Ouais, c'est compliqué. Mais voilà, c'est culturel aussi. Hein. Ben, complètement, ouais. Donc du coup, on était parti sur la littérature. Ben ouais, c'était le rapport au livre et aux interprétations du livre. Et pour le coup, donc ouais, voilà, je t'interrogeais sur le fait que ces interprétations elles soient historiques. Est-ce que toi, tu fais un peu de... Enfin, je sais que c'est pas ton métier, hein, mais est-ce que tu t'intéresses un peu à l'histoire des interprétations ou pas spécialement? Ça c'est beaucoup de boulot, quoi. Mais j'ai pas le temps et pas et probablement pas la formation. Parce que c'est vraiment... Enfin, il faut lire, trouver, chercher, faire de la recherche. Dans le détail, pour tel ou tel verset, c'est hyper pointu, mais voilà. Très concrètement, voilà, je te dis, je suis pas une grande bibliste. Hein. Mais oui, c'est... j'avais lu des trucs sur quand est-ce que, par exemple, la sodomie a été traitée comme la sodomie. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, la sodomie, c'était juste... parce que donc sodomie qui vient de Sodome, ville qui a été défoncée par ce Dieu tout-puissant et pas très aimant dans l'Ancien Testament. Ça manque d'amour l'Ancien Testament. Ouais, voilà. Entre-temps, il y a quelqu'un qui m'a dit... en fait, Jésus, c'est la forme incarnée de Dieu, et donc c'est pour ça qu'il devient aimant une fois qu'il voit dans quelle merde on est. Trop mignon. C'est genre, avant, il était juste Dieu, il savait pas, il nous trouvait très cons. Ensuite, il est devenu con comme nous, il a dit, oh les pauvres. Mais bon, bref, donc Sodome qui est défoncé par Dieu, et donc juste on sait que Sodome avait fait vraiment des trucs très trashos, ouais. Mais pendant des siècles et des siècles et des siècles, on donnait pas de nom. La sodomie, c'était juste tout ce qui sortait de la reproduction. Donc genre tu faisais un cuni à ta femme, c'était de la sodomie. C'est encore le cas aux États-Unis, hein, dans des rapports de police, quand t'as sodomie, c'est rapport déviant. Ah sérieux? C'est notamment le cas, c'est un des problèmes... c'est quoi, Alabama? Pour le procès Polanski. Ah merde. Parce que, en fait, quand on dit que Samantha Gamer a été sodomisée, enfin a subi une sodomie, ça veut dire le rapport ça peut être une sodomie, mais c'est pas forcément une sodomie. D'accord. Bon, a priori, c'est quand même une sodomie dans le sens où nous, elle l'a dit. Voilà, mais elle essaie d'être tranquille, hein, Samantha Gamer. Ouais, mais c'est, voilà, c'est pas forcément aussi explicite que pour nous, et en fait, le traduire directement le sodomie, enfin le mot sodomie du PV, en même temps, c'est un procès verbal de police, donc là, il y a quand même des questions, mais a priori, ça veut pas forcément dire rapport anal, quoi. C'est génial de se dire que les États-Unis reproduisent des trucs qui en fait, culturellement, sont ancrés dans des choses qui datent d'avant le Moyen-Âge. Enfin bon, bref, donc c'est un des seuls trucs à vérifier, hein, mais c'était un truc que m'avait dit mon ex. C'est possible. J'avais lu la même chose par rapport aux agressions sexuelles et viols, dire des fois en fait des choses qui là-bas vont être qualifiées d'agression sexuelle, c'est juste légal, chez nous ce serait un viol. C'est... Bref. Ouais, mais où est-ce qu'on place les curseurs, quoi. Bah c'est juste une définition légaliste en fait.
Et puis en plus, comme ils ont des états, ça dépend des états. Et ça dépend des états. Mais donc du coup, pour la sodomie, effectivement... Ouais, et là c'est une question de vocabulaire plus. Donc tu vois vraiment aussi à quel point le stigmate arrive vite, quoi. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a un poids sémantique qui... les gens, tu vois, par exemple, quand tu dis Sodome et Gomorrhe, te disent tout de suite, ouais, Sodome, c'est l'homosexualité. Et puis t'es là, vous avez lu le texte? Genre, relisez le texte. C'est ténu, c'est une interprétation. Et effectivement, j'avais lu des textes qui disaient qu'en fait, cette interprétation, elle a commencé d'abord chez les juifs, et je ne sais même plus quand, parce que ça fait un moment que j'avais fait cette vidéo, mais très tardivement. Et ensuite, les courants chrétiens, de par certains philosophes qui philosophient sur la doctrine, ont pris cette interprétation en disant bah oui, Sodome a été puni pour son homosexualité. Alors que pendant des siècles, les premiers disciples de Jésus, c'était pas du tout le bail. Donc oui, je sais que c'est intéressant à étudier, mais du coup je l'ai pas fait parce que c'est vachement de temps. Parce que titanesque, mais je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça et c'est passionnant de dire quand est-ce qu'on a commencé à considérer que c'était mal, quand est-ce qu'on a considéré... Puis des fois, je veux dire par exemple l'homosexualité féminine, genre la reine Victoria savait même pas ce que c'était. Ah bah ça pouvait pas le condamner, c'était trop monstrueux pour que ça existe. Mais oui, qui fait ça? Nous toutes. non mais c'est... Ouais voilà, c'est ça. Et pour le coup, en fait, j'ai vraiment l'impression que la Bible, l'histoire de la Bible et l'interprétation de la Bible, et même de la constitution de la Bible, je vais me faire démonter. Pas par toi, hein. Mais bon, je pense que la Bible est un livre historique. Hein. Elle-même permet une entrée hallucinante dans l'histoire de la civilisation, je vais pas envie de dire occidentale, mais en tout cas, de la civilisation autour du livre, quoi. C'est assez fascinant de voir le poids que ça a et ce que ça raconte. Après, il y a des choses où les historiens disent ok, la seule source qu'on a, c'est la Bible, tout le reste n'en parle pas. Donc là, on sait que c'est plus ou moins de la fanfiction. mais oui, c'est ça, par exemple, Salomon, c'est un nobody. Genre, au pire, ce gars n'a pas existé. Au mieux, c'était un petit roi. Mais tu vois, t'as des trucs comme ça, c'est compliqué. Je veux dire, quand tu commences à dire ça, moi je me souviens d'un débat que j'avais eu avec un gars sur l'histoire de Jonas et la baleine. Ouais. Alors Jonas et la baleine, les gens connaissent parce que c'est quand même très visuel, on explique aux enfants, la baleine elle mange Jonas, ensuite elle la dégueule sur la plage 3 jours plus tard. Et, chose intéressante, c'est un symbole de la mort et de la résurrection du Christ. Avec les 3 jours. Dans le ventre de la baleine. Et là on commence à dire quand même, c'est bizarre que quelqu'un survive 3 jours dans l'estomac d'un poisson. Genre, scientifiquement... Mais c'est pareil. Oui, pardon. Je voulais faire ma biologiste. C'est vrai, on ne peut pas dire un poisson, c'est pas du tout un poisson. Non, mais c'est vrai que c'est genre... Il y a des gens qui ont dit... parce que c'est ça. Mais c'est pas normal non plus, hein. C'est fou de se dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent on va faire une expérience, on va regarder si... Non, c'est pas possible en fait. D'où c'est possible, genre, c'est pas possible physiquement. Et donc, pendant toute une leçon, un dimanche, il y avait un gars qui nous expliquait, et c'était un truc officiel de mon mouvement, tu vois, c'était écrit dans un livre et tout, genre il y a des gens qui disaient si, c'est bien arrivé parce que Jésus en a parlé. Il a dit tout comme Jonas, et je fais ouais, non mais attends, moi si je fais une dissertation en disant tout comme Pinocchio, ça veut pas dire que Pinocchio a existé, quoi. D'où Et t'as encore des gens qui ont cette question de dire est-ce que tout est littéral dans la Bible, et quand tu découvres à 25 ans que putain non, t'as une certaine partie de ta foi qui fait oh, je me suis fait vraiment bien avoir. Est-ce que pour le coup, tu crois que le fait d'être allé vers un métier scientifique vient de ta crise de foi? Ou c'était là avant? Ou est-ce que tu vois un lien entre les deux? De base, j'étais scientifique parce que j'étais ingénieure, mais ça c'était parce que papa voulait que je sois ingénieure comme papa. Hein, ça c'est juste très, très classique. Et ensuite... Il a essayé, hein. Fille d'ingénieur aussi, il a essayé. Hein. Il a raté, hein. Ouais. Tu t'es libérée. Et puis famille d'ingénieur, c'est... Félicitations pour ta libération. Tu vois. Je suis en lettres. La trahison. L'immense trahison. Et encore, je fais des études. On peut pas... Mais tu fais quand même l'histoire des sciences. Ah, mais... Et j'ai été ingénieur d'études. Je crois que c'est vraiment drôle. Bon, bah, écoute... Ah ben, on se refait pas. Mais tu t'es libérée à la fin. On se refait qu'un peu. On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Comme disait Varda, on peut peu, mais on essaie. C'est mignon. Elle était tellement chou. Mais toujours dans le positif. Ouais. Hein.
Bon, enfin bref, donc du coup j'étais ingénieur, donc Ouais. j'ai cette part scientifique, mais en fait c'est pas scientifique, c'est technique, hein, un ingénieur. Oui, oui, Un ingénieur, pour moi, hein, c'est un technicien de luxe, c'est pas... je pense aussi. c'est Mais pas un je vais me chercheur. fâcher avec mes oncles, mais quand je vois quand ils me parlent de science et de critères de scientificité, je rigole. Hein. Ouais, voilà. Bon, bref, donc j'étais... Tu sais que les ingénieurs, c'est une représentation surreprésentée chez les terroristes et les croyants. Oh fuck. Je savais pas du tout Voilà, lol. l'intersection. Ouais. Quand en plus tu sais maintenant que beaucoup aiment le nucléaire, tu dis ouais, tout ensemble. Ouais, on me l'a vendu aussi le nucléaire pendant mes études. Enfin bref, donc scientifique parce que du coup tu fais des maths, mais pas dans la recherche. Et donc j'ai eu donc ça a coïncidé avec ma crise de foi, genre le monde s'effondre dans ma tête, il y a plein de choses qui se réorganisent et j'ai eu un moment de dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie, tu vois, genre qu'est-ce que je vais faire. Et à l'époque, donc moi féministe quand même, je me dis je vais faire un truc pour les femmes. Et je me dis, je veux faire des études de droit pour défendre les victimes de violences obstétricales. J'avais vraiment une marotte là-dessus. T'avais déjà eu des enfants J'avais eu mes 2 enfants. Donc il y avait quand même une raison. J'avais déjà eu des violences obstétricales. Donc il y avait une raison. Et j'étais bien remontée. Dans ma tête, je me disais, je vais défendre gratuitement toutes ces femmes. Bref. Et donc, parce que j'étais quand même toujours croyante, je continue de prier, Ouais. j'ai toujours cette pratique-là. J'avais pris en me disant, ok, est-ce que je repars en licence de droit? Tu vois, genre, t'es à presque 30 balais, tu vois. Et là, de la même manière, c'est des fois ça m'arrive, genre la phrase est tombée sur moi, quand il y aura plus d'humains, il y aura plus de femmes. Et là, je fais, ah oui, fuck. Donc du coup, je fais d'accord. Et donc, je suis partie en me disant, je vais faire de la recherche, je veux faire quelque chose de plus... donc, je suis partie dans les sciences de l'environnement. Mais voilà, mon projet de repartir, faire une licence en droit et... A été avorté. C'est horrible. Je sais pas comment dire, c'est cette espèce... Parce que c'est vraiment un argument anti-féministe que t'as dû recevoir, genre, il y a des combats plus importants. Ouais, je l'ai déjà entendu. Ce que je déteste, c'est... Quand je demande à ce qu'on m'appelle madame, machin, etc. Oui. Ou même sur le féminisme en général. Alors, des combats plus importants dans le féminisme, et puis... Mais en fait, ouais, je vais dire, je suis une féministe qui a beaucoup de chance, parce qu'on me fait pas chier. Alors, globalement, on me fait pas chier. Alors, parce que je me tiens aussi dans mon coin, donc ça aide à pas avoir... J'ai pas beaucoup d'interactions avec les gens qui me font chier, Et Dieu te garde d'avoir ces interactions. Je dégage assez vite, et puis plus ça va, et plus je dégage vite. Enfin, c'est un truc Oui, où... on a pas de temps à perdre là-dessus. Mais du coup, non, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... Et puis je sais qu'il y a des gens qui vont dire des trucs à d'autres gens, mais qui ne seront jamais me dire à moi. Mais ça n'arrivera jamais jusqu'à toi. Je dois faire peur au monde. Super. Ça règle pas mal de problèmes. Bonjour, je suis une féministe vénère. Vas-y, Je t'attends. qu'est-ce que tu as à dire? Je crois que le fait, et c'est vraiment mis en place, alors parce que moi j'ai gagné en calme, mais aussi avec le fait de faire des études longues, d'être agrégé de lettres, etc. Bon, ça... Parce que un truc que les mascus ou les antiféministes en général admirent quand même pas mal, c'est le fait d'être scientifique. Oui. La science, les études, etc. Alors en plus, en faisant une thèse littéraire, mais qui parle de science, donc en plus, je suis pas trop mauvaise en histoire des sciences maintenant. Je suis pas très bonne, mais je suis pas trop mauvaise. Enfin, je suis meilleure qu'eux, voilà. Et en étant logique, et puis en ayant sorte de la répartie hyper bizarre, en fait, c'est... Ah, mais ça m'est arrivé, hein, de m'énerver en discussion et d'entendre des bêtises, mais surtout avec des mecs qui voulaient m'énerver de toute façon. Enfin, Oui, des trolls. voilà. Enfin, c'est pas... Je sais qu'il faut pas dire troll parce qu'en fait ça déresponsabilise le truc, mais il y a un profil. on va dire. Oui, je vois vraiment le profil du mec nuisible qui a aucun intérêt, qui s'est fait larguer, et c'était une très bonne chose, quoi. Il y avait que ça à faire. Enfin. Je vois. On n'a jamais dû me présenter ce garçon. Enfin. Tu sais, quand t'es invité par des amis, etc. Et hop, on te présente en nous disant. C'est la féministe. Ouais, c'est la Non. féministe. Et puis, en fait, lui déteste les féministes. Et genre, mais t'avais envie que je fasse une bonne soirée, pourquoi tu m'invitais, quoi? Mais oui, mais pourquoi? Ah, et parce qu'elle trouvait ça drôle. Bon, bah écoute. Et donc ça n'a pas marché. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle, mais. Non, on le fait pas trop comme ça, mais j'ai déjà eu des trucs comme ça où présenter c'est Ça la m'arrive, féministe. enfin, Tu ouais. fais juste... Tu peux pas présenter autrement. C'est machin. Mais bon. Bon, ça va, il y a pire comme étiquette, mais... Ouais. que ce soit la première qu'on te mette. Ouais, non, c'est. Bon, sinon ça reconnaît quand même que tu as une expertise dans le domaine. Je pense maintenant que j'en ai une. Ah bah oui. Je veux dire, là, je crois que je commence à en avoir une, mais t'inquiète pas, j'ai de nouveaux sujets à bosser en féminisme. Je vais réussir à monter un cran sur le féminisme du 19e. J'ai vraiment envie de bosser sur le féminisme du 19e et début 20e. Je te raconte ça après. Et alors, je vais quand même te poser une dernière question. Pourquoi YouTube? Tu aurais pu avoir un blog? T'as hyper
trollesque. Mais j'ai eu un blog pendant très très longtemps et ça partait un peu n'importe comment et il y avait YouTube qui... Alors je vais pas dire qui émergeait parce que ça faisait un moment qu'il émergeait et j'avais envie d'essayer le format. Je sais pas si j'ai eu la même expérience que toi, savoir se filmer et dire qu'est-ce que c'est que cette tête, qu'est-ce que c'est que cette voix. Moi la première vidéo que j'ai faite, j'étais catastrophée par la voix, ça c'est classique. Ouais, la voix je l'avais déjà. Mais après les premières vidéos que j'ai faites, mais assez tard aussi, donc ça a aidé. C'est marrant, on voit pas ma tête, c'est de la voix off. Ou alors on voit ma tête, mais ça reste en voix off. Enfin, c'est un grain de lettre qui permet ma première synchro en fait. Et c'est passé assez bien. Donc je m'étais déjà habituée à ma voix. Comme ça. C'est plus facile. Hein. Ouais. Ce qui a été dur, c'est le jour où mon père et mon frère se sont foutus de ma gueule devant moi, sans être avec moi, sur regarde, en regardant mes miniatures de ma chaîne, elle a vraiment une tête de conne. Oh non. Non, une tête de nièce, pardon, c'était pas aussi méchant, mais enfin. Une tête de nièce. Et alors là, j'ai pété un plomb, je fais supprimer la chaîne, enfin c'est. Et ils ont eu à peu près 4 heures de remise à plat, remontage de bretelles, enfin un on truc. Dit pas ça. Non, on dit pas ça. On dit pas ça à ses enfants, on dit pas ça à personne, encore moins à ses enfants. Enfin. Est-ce que c'est Françoise Vargas qui a eu un truc comme ça où elle s'est fait critiquer sur un truc qui a été lu par des milliers de personnes et genre il y a un de ses potes qu'elle aimait bien qui a dit je l'ai lu, c'est pas intéressant et elle s'est enfermée pendant des jours, elle voulait parler à personne et dire en fait vous vous rendez pas compte que c'est hyper dur. Le poids que ça c'est hyper dur. Ah ben je leur ai dit à mon père et à mon frère non mais vous êtes comme les mecs de la Ligue du LOL. Mon père m'a dit non, ça n'a rien à voir. Et là, je lui ai balancé oui, tu as raison, vous êtes bien pire parce que vous faites ça avec votre propre famille. Enfin, c'est boum. C'est pour ça aussi qu'on fait pas chier. Écoute, tu laisses pas passer, forcément. Ah, mais je laisse plus rien passer. Enfin, plus rien, c'est pas vrai, mais plus rien qui va me toucher depuis, on va dire, 4 ans. Voilà. Et en fait, quand j'entends un truc sexiste, maintenant, je rigole. Et je me fous vraiment ouvertement de la gueule, comme ça, de gens random. Ou la dernière fois, tu vois, à la caisse où je me suis... mais c'était le directeur du magasin qui récupérait la caisse, donc en plus il était nul. Et c'est-à-dire que s'il était vraiment agréable avec ses caissières, je serais plus agréable. Et c'était méga lent, etc. Bon, mais ça, c'était... Bon, voilà, ça arrive, je comprends qu'il soit pas habitué à la caisse. Mais le couple avant moi, qui était méga chiant, voilà, voulait avoir en cadeau une bouteille de champagne, il va chercher la bouteille de champagne, et puis voilà, et puis quelle bouteille de champagne parce qu'il y avait 3-4 possibles avec les points cadeaux, etc. Et puis là, il conseille celle-là parce qu'elle est très douce, c'est très bien pour les gosiers des dames. Et je lui dis, mais vous avez pas l'impression d'être sexiste ? Bah oui. Et là, le mec, il me dit, non, c'est parce que c'est vraiment mieux pour les gosiers des dames. Et je m'en ai foutu plein la gueule, il n'a pas passé, il est parti. Mais là, je lui dis, mais c'est insupportable. Vous pensez, on est en 2019, monsieur, on n'est pas au 19e siècle. Puis le gosier. Ah ouais, non, Ah, sûr, parce qu'il faut de la douceur, etc. Et c'est monté, mais d'un coup, quoi. Mais j'avais la main qui tremblait, j'arrivais plus à taper mon code, tu vois. En plus, il faisait chaud, ça fait longtemps que j'attendais, enfin... Mais le mec s'est barré. Ouais, et des fois, il y a des trucs comme ça. Le mec s'est barré. Et puis, pour le coup, la dame derrière, elle réfléchit, elle dit « Ah, mais oui, c'est vrai que c'est sexiste !» Sans blague, je lui dis, mais vous faites une différence, c'est sexiste, quoi. Parce que le mec, en plus, il avait commencé à me dire, non, c'est pas sexiste. Je lui dis, attendez, vous faites une différence, c'est sexiste. Allez pas en plus me faire des leçons sur ce qu'est le sexisme. Tu vois, et puis, alors, c'est sûr qu'en étant cliente, c'était pire. Et puis, de toute façon, plus il m'aurait contredite, plus je serais montée dans les tours. Donc, c'est... mais là, je me contrôlais pas, hein, concrètement. Mais ça m'a tellement gonflé. Ouais, non, mais il y en a encore. Et beaucoup. Et en fait, il aurait juste dit, parce que les dames ont plus l'habitude, ce qui est vrai. Tu aurais dit, ça s'appelle un contexte social. Voilà, c'était bon. Mais sur les 3 tests... Non, mais en plus, t'imagines toutes les images sexuelles qu'il y a derrière. Tu vois, c'est abominable, quoi. Voilà, sur la douceur, etc. Enfin, bon, tu vois, puis moi, j'achetais pas de champagne, en plus, et puis il m'a pas fait les bouteilles. Et ça, c'est vraiment des trucs où sur des interprétations, des petites phrases, des mots, etc., où ça passe plus, quoi. Vraiment, ça passe pas, et c'est genre non discutable, mais comme le raisonnement sur l'union scientifique, la remarque bête, ça passe plus, je rentre dans le lard. Voilà. Et j'y arrive plus, j'ai ce stade là où effectivement tu es plus capable d'ignorer des choses. Ouais. Alors je peux ignorer, mais si je réponds, ça va être en incendiant. Non, mais ignorer dans le genre, par exemple, tu n'es plus aveugle. Ah oui, mais ça fait longtemps.
Mais ce C'est passage fatigant, ça. est très fatigant parce que tu te rends compte qu'il y en a partout. Par contre, il y a eu un moment où je me suis dit que j'allais m'économiser et arrêter de rentrer dans le débat. Parce qu'en fait... Mais je débatte très très peu, je parle très peu de politique en soirée par exemple. Pourquoi j'évite autant que possible. Je réponds que si on me demande, même si je suis pas d'accord avec ce que j'entends. Mais par contre, si on me demande, faut s'attendre à ce que je réponde. Ouais, je sais pas, j'ai encore du mal des fois. Alors je me demande si c'est de la lâcheté par rapport au fait que des fois je peux avoir toute une conversation où je vais rien dire dans l'autre sens, mais je vais jamais m'opposer. Donc la personne a l'impression que je suis à fond avec elle. Après, je sais pas, en fait, soit c'est de la lâcheté, c'est possible que ce soit de la lâcheté. Des fois, c'est une curiosité de voir, ok, ouais, jusqu'où ça va, la non, personne va... Ouais, Après, ça fait 15 ans que je suis féministe, on va dire au moins passive, je sais pas si on peut le dire comme ça. 10 ans vraiment féministe active, à chercher de l'info, etc. Et, putain, il y a tellement pas d'originalité dans la bêtise, quoi. Trop classique. C'est tellement banal, c'est tellement des redites. Ah, mais tiens, ouais, mais genre, je l'ai entendu 50 fois. Mais j'ai la même chose en fait avec le truc anti-queer que je reçois sur ma chaîne. C'est toujours les mêmes arguments. Les mêmes arguments. Et les gens pensent qu'ils ont inventé l'eau chaude. C'est drôle. Incroyable. Les gens sont tellement orgueilleux. Ils auraient tellement besoin d'être de vrais chrétiens. Ah, tu t'y attendais pas, hein? mais oui, c'est vrai. Mais non, je sais pas. Je pense que les gens n'ont pas forcément besoin d'être chrétiens pour... Pas forcément avec la foi, mais je crois réellement par contre que les habitus, en tout cas évangéliques, sur quitter l'orgueil, encore que je suis puisse être orgueilleux, mais c'est pas tellement ce qu'il dit, mais que quitter l'orgueil, peut-être que c'est plus le christianisme du 17e aussi, tu vois, que je sais pas, un prisme littéraire. Il y a des trucs des fois où il y a des interprétations, des philosophies qui ont pris le pas sur d'autres trucs. Ouais. Mais aussi la pensée communautaire que peuvent amener les évangiles, bien au-delà du dogme et de la foi, etc., mais nous fera un bien. Alors j'avoue que la communauté, c'est un truc qui me manque. Mais la communauté, en fait, ça apporte aussi des comportements très nuls. Ça peut amener des choses géniales. Genre, la communauté, c'est cool. Et en même temps, ça peut favoriser des dynamiques vraiment, vraiment nulles. Et je sais pas, qu'est-ce qui fait que tu passes d'un truc qui est... qu'est-ce qui va favoriser le toxique, en fait? Oh bah ça va super vite, en fait. Et le sexisme, parce que moi, le truc qui m'a vraiment... Bon, il y a eu le truc du texte. Le livre n'est pas ce qu'on m'a vendu toute ma vie. Grosse crise de foi. Le deuxième truc, ça a été l'homophobie. Alors la transphobie, c'est vraiment une... En fait, c'est très homophobe et transphobe par ignorance, parce que les personnes trans... Parce qu'elles n'existent même pas. Voilà, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, elles n'existent même pas, les personnes. Voilà, c'est ça. Mais le truc qui m'a vraiment, vraiment remonté, où à un moment j'ai dit ok, stop, c'était le sexisme. Parce qu'on a beau dire, on a beau évoluer, le mouvement dans lequel j'étais était mais vraiment, vraiment très très sexiste. Et ça, au bout d'un moment, tu vois, tu peux plus te dire oui, mais les gens sont imparfaits, mais tu non, c'est bon, stop. Et je sais pas qu'est-ce qui fait qu'en partant de trucs cool, tu peux arriver à des choses aussi nazes. Ouais. Et c'est pour ça, du coup, je comprends très bien les gens qui m'expliquent que la religion organisée, ça me saoule. Me dire, ouais, ça crée des dynamiques des fois un peu nulles. Il y a le livre, il y a ce qu'on en fait. Mais oui, mais alors, est-ce que tu vois... Ouais, bon, après, il y a des trucs quand même... Enfin, quand tu prends Paul, il y avait un terreau fertile quand même. Ah ouais, non, mais... Ce que j'aime bien dans Paul, c'est l'idée de voir Dieu par indirect, mais parce que ça a donné toute la philosophie, l'allégorie médiévale. Bon, voilà, j'aime bien les allégories médiévales. C'est plus que Paul. J'aime beaucoup le prénom de Paul, c'est un de mes prénoms préférés. Est-ce que tu as eu un amant qui s'appelait Paul? Même pas. Même pas. Et bah, peut-être un jour. Non. Et c'est un des beaux livres dans l'histoire des origines du christianisme de Renan, mais il est pas toujours sympa avec Paul. Non, mais Paul, c'était un connard, hein, excuse-moi, mais... Il a amené... Mais si Paul n'avait pas existé, on serait pas là, parce qu'en fait, ce serait resté une religion du Moyen-Orient, parce que c'est Paul qui a dit « Mais oui, c'est des cons, c'est des barbares, mais on va quand même les évangéliser. » Mais en dehors de ça, il a fait des trucs cool, mais par ailleurs, mais quel connard! Quel connard! Moi, j'ai retrouvé ma Bible de quand j'étais ado, et il y a des annotations dans la marge de trucs que Paul avait dit. J'avais marqué « Ceci est un scandale, point d'exclamation ». J'avais 14 ans. Genre déjà à 14 ans, je pouvais pas le piffrer, ce gars. Donc après, ouais, bon, effectivement, si on veut se baser sur les trucs de Paul, oui, ça fait des trucs très nazes, très très vite. Non, mais le texte, c'est ce qu'on en fait.
C'est ce qu'on en lit, bien plus que le texte, peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être qu'au bout d'un moment, on devrait être capable de prendre du recul. Mais est-ce que le truc n'était pas pourri de base? Ah bah alors si tu prends Renan, tu verras que le christianisme est un germe, alors forcément c'est pas illogique que ça fermente. On en reste là. Est-ce que, ouais. J'espère que ça vous aura intéressé, je vous dis à bientôt.